Bonjour à tous, mon cher Quentin. Mon cher Franck, bonjour à toutes. Première sensation, premier coup à froid avec le T300 de chez Titleist, le modèle 2022. Je dirais qu'on voit pour qui c'est un peu fait déjà au niveau de la forme. Il est un peu creusé, donc c'est vrai que d'un seul coup on voit un petit peu de feutrage, on va dire. C'est l'impression vraiment de premier abord, sinon apparemment facile à jouer. J'aimerais bien fouiller un peu plus ce club, il a l'air d'avoir deux, trois petites choses à dire. Eh ben ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va faire dans quelques instants. Je te donne moi mon ressenti sur les premiers coups. Là on voit effectivement qu'on est sur la gamme du club à grosse compensation qui va faciliter beaucoup la frappe de la balle. En dehors de ça, un club qui se met facilement en mouvement autour du corps. Qui a l'air d'être cohérent par rapport à l'attente des joueurs qui seront concernés. Exactement. On fout ça dans le détail comme on l'a dit et on en parle dans quelques instants. À tout de suite. Eh bien, ça y est, nous avons poussé ce T300 dans ses retranchements et nous allons donc pouvoir en discuter un petit peu. Exactement. Alors, bien, d'abord, nous avons donc affaire avec ce T300 une architecture pour la qualité des matériaux. Voilà, exactement. Donc, nous allons parler de la qualité des matériaux. On a affaire globalement donc à un cavity back qui a une finition chromée. Hein. Alors, on n'a pas d'informations sur en fait la composition du châssis lui-même, mais Titleist insiste pas mal dans sa communication sur cet aspect chromé. Donc, j'imagine qu'en fait, on est sûrement sur du 17.4 sur la structure du club. C'est un avis personnel et rien d'autre. On va en parler au fur et à mesure. Les spécificités de ce modèle, donc c'est aussi la présence de tungstène en densité D18. Alors qui est très à la mode ce D18, hein, j'ai l'impression. C'est fabriqué à partir de température à plus de 2000 degrés Fahrenheit, donc c'est un peu chaud. Et puis, alors ça c'est le truc, ils disent qu'il y a 40% de plus de ce fameux tungstène, mais par rapport à quoi? Par rapport au modèle, je suppose, précédent, hein, puisque là on est donc sur le modèle 2022. Donc je suppose que c'est par rapport à ça, effectivement. Par rapport au dernier T300. Voilà. On a une phase de club, bien sûr, à épaisseur multiple. C'est-à-dire qu'au talon, c'est de plus en plus, c'est assez fin sur les clubs médians et longs pour faciliter la tolérance. Voilà. Et puis la technologie Max Impact qui, en fait, consiste en un noyau de polymère qui est positionné juste derrière la phase de club et le point de percussion. Pour le ressenti et la vitesse de démarrage de la balle. Bon. Pourquoi pas. Hein. Il est évident que c'est un système qu'on voit sur beaucoup de clubs aujourd'hui, hein, ces polymères qui sont renfermés, en fait, insérés à l'intérieur, derrière la phase de club. Derrière. Bon, je pense que le pourcentage de vitesse supplémentaire qu'ils peuvent fournir, d'abord ça me paraît assez relatif. Par contre, au niveau de l'adoucissement de la sensation de contact, ça peut jouer, mais alors c'est dans des pourcentages qui sont tellement faibles que c'est franchement à peine perceptible. Hein. Sinon, personnellement, je le trouve quand même assez beau. Et sinon, voilà, hein, c'est tout, c'est exactement ça. C'est bien fini, c'est bien posé. Absolument. Hein, donc, ce qui veut dire qu'en fait, sur la qualité des matériaux, il a pris les 2 points. Ce Titleist T300 va prendre les 2 points. 2 points. Nous traitons maintenant des qualités statiques de ce T300. Alors, un certain nombre de petits points à relever. D'abord, le loft de la canne. Et de 34 degrés. Donc là, on est sur le respect du fer 7 standardisé. Standard, c'est parfait, bravo. Assez étonnant d'ailleurs qu'ils aient maintenu un loft standard sur des clubs qui sont censés élever un petit peu plus. Créer de l'élévation et qui vont donc forcément, surtout étant fait en inox, rechercher en fait une puissance importante. Hein. Pourquoi pas, hein. C'est pas mal. Absolument. Alors par contre, on retombe sur le problème qu'on avait connu avec le T100. À savoir que le lie de ce club, par contre, est à 63 degrés au lieu des 61,5 habituels, même si ce club est achetable en version droitière comme en version gauchère. Il n'empêche qu'on a donc une verticalité du lie qui nous oblige un petit peu à modifier notre posture. Ça, c'est un élément qui est un petit peu embêtant. Le manche est un petit peu upright. On a besoin de se redresser à la fois pour se sentir avec un club qui soit bien à plat sur sa semelle, mais également pour avoir l'impression de faire la courbe dans l'espace que le club nous demande et qui va être celle qui fonctionne le mieux. Donc à ce niveau-là, on n'a pas pu lui attribuer les 2 points. Mais on lui attribue 1,5 point. 1,5 point. Nous en sommes maintenant à la stabilité et au moment d'inertie. Waouh.
Eh ben, tout un programme, qu'est-ce que tu en dis? À partir du moment où on respecte le lie du club, des 63 degrés, où on revient un peu plus vertical. Voilà, je trouve le club extrêmement stable, très bien posé. Il a un équilibrage magnifique, facile à jouer. J'ai absolument rien à dire là-dessus. Il résiste bien au coup décentré, donc là, le Cavity Back fait tout son travail, hein, puisque ça, c'est vraiment je dirais, c'est ce qui caractérise ce genre d'architecture. On a une bonne stabilité dans l'espace également. Je trouve que quel que soit le manche, on a un bon ressenti de l'emplacement de la tête de club pendant qu'on swing ce dernier. Ça vibre pas. Ça ne vibre pas sur les coups décentrés, ce qui prouve que le moment d'inertie est important. Donc à ce chapitre, pas de secret, on lui a attribué les 2 points. 2 points. Les stock options, cette fois. Oui, donc là... Raconte-nous combien de shafts, combien de grips à disposition. Alors, on parle bien sûr des shafts et grips qui sont sans surcoût, hein, sans supplément. Donc vraiment ce qu'on appelle les stock shafts et les stock grips. Hein. Donc il y a 8 shafts au total, 5 en acier et 3 en carbone. Donc là, là c'est bien. Il y a de quoi faire, parce que différents grammages, différents flex et tout. La totale, là, en shaft, on a plus oignons. Impeccable. Et un seul grip. Dans les différentes tailles, mais qu'un seul, donc c'est un grip standard. Il n'y a pas de demi-cordée ou cordée, aucun choix supplémentaire, c'est juste un seul grip. Ça, c'est une faute, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on est aujourd'hui et avec une marque comme Titleist, on est sur des clubs d'une grande qualité. Ça a un coût, bien sûr, ce sont des clubs qui sont relativement chers, mais je dirais comme toutes les grandes marques, hein. Je trouve ça un petit peu moyen, un peu juste, un peu moyen quand même. Voilà, de ne proposer qu'un seul type de grip. Un seul grip. Qu'il y en ait 3 au minimum, à savoir un lisse, un half cord et un full cord, et donc un cordé 100%. Oui, ça d'accord, ça c'est cohérent parce que quel que soit le modèle, chacun peut trouver le type au moins d'accroche qui lui plaît. Là, j'avoue qu'un seul grip, non. Ce qui fait qu'à la sortie... Au final, il a pris 1,5 point. Voilà, au lieu des 2 possibles. Puissance et smash factor, hein, ça c'est important, surtout quand il s'agit d'un cavity back comme celui-là, réalisé en chrome. Donc ça c'est réalisé en tout cas avec la finition chrome. Voilà, une finition chrome, puisque c'est bien spécifié par Titleist. Qu'est-ce que nous en disons? Eh ben, nous en disons que dans le puissance et smash factor, on va faire du chiffre. Alors, tu vas nous donner, par exemple, le smash factor. Donc, on est arrivé à 1,34. Alors, ce qui est pas mal. Parce que la norme, c'est 1,33. 1,33. Ça veut dire que le club peut prendre... des tours. Des tours, et puis ça veut dire qu'il les restitue bien. Hein, donc, ça, c'est très positif, bien sûr. Et puis on va donner, parce qu'on va quand même donner la suite, quand même pour une vitesse de 84,6 miles à l'heure, la balle a fait 140 mètres de carré. Au carré. Voilà. Donc c'est très convenable, c'est convenable plus. Exactement. C'est pas la norme, c'est la norme plus. Donc c'est tout à fait raisonnable. Réfléchissez à ces chiffres, hein, parce qu'ils sont véritables. Vous pouvez tabler dessus. Donc vous voyez que ça, entre guillemets, ça démystifie un petit peu les longueurs auxquelles certains joueurs prétendent ou espèrent, avoir parcouru avec des vitesses qui ne sont pas supérieures à ça. Hein. Donc soyons réalistes, c'est une belle distance, 140 mètres au carré pour cette vitesse-là. Voilà. Donc au bout du compte, ce qui fait que au chapitre de la puissance et du smash factor, ce T300 a pris... Les 2 points, pardon. 3 points, c'est quand il y a une victoire à l'extérieur. Hein. Exactement. Et si nous parlions un petit peu de backspin? Oui, c'est important, c'est ça qui fait voler la balle. Oui, et puis c'est ça qui anesthésie, on va dire, les effets latéraux. Mais quelle bonne remarque comme ça, spontanée, parce que c'est effectivement ça qui fait monter la balle. J'espère bien. Je sais que tu le sais, ça. Voilà. Donc, spin, on a fait des balles avec une moyenne au final, où au fair set, il est à 6800 tours minutes. Et là, il y a une petite interrogation qui se passe, parce qu'on est en fait avec ce T300 sur un cavity back. On est sur un club qui va favoriser, c'est précisé par Titleist également dans sa fiche produit, qui va favoriser la tolérance. Or, on a un taux de spin qui est légèrement inférieur à la norme PGA, qui est de 7000 tours minutes, qui est un taux de spin atteint avec des clubs dont l'architecture est généralement lame full body, voire lame hollow body, voire semi-lame. Voilà. Hein, je veux dire, en gros, on vient de résumer. Donc, des lames, des clubs qui en soi, des familles de clubs qui en soi, généralement, ne favorisent pas le spin.
Ici, sur un cavity back où on peut reporter plus de masse sur la partie inférieure du club. Et en arrière. On a le maximum de spin. Or là, on a une faiblesse sur le taux. Et comme par hasard, on en parlera au chapitre suivant. Exactement. Donc, ce qui veut dire que là, en tout cas, froidement, sur 6800 tours minute, on a été obligé de ne donner que un point sur les deux possibles, parce que c'est logique, on a un taux qui est plus faible qu'un club en dehors de cette architecture-là atteint en moyenne sur le PGA Tour. Et nous allons justement parler maintenant de trajectoire de balle. Alors, quelles sont les trajectoires que fournit ce T300? Qu'est-ce que tu en as pensé, mon cher Quentin? Alors, pour l'instant, je les ai trouvés parfaitement logiques, en fait, par rapport à un club comme ça, en cavity back, donc à hauteur normale. Je les ai trouvés logiques, ça monte pas en cloche, normal pour un cavity back. Pour un cavity back, elles sont parfaitement normales. Donc c'est plus haut que les fers un peu plus forgés, on va dire, ou un peu plus pleins. Cependant, c'est vrai que même si elles montent bien, les effets latéraux étaient là. Alors c'est même assez impressionnant. Voilà. Puisqu'on a un club de compensation, un cavity back, comme tu le dis. Et par contre, tout ce qui est effet latéral à droite, donc fade et slice par exemple, effet latéral à gauche, draw et hook par exemple, là, il était très copieux le club. Ah oui, bien, je faisais des hooks et des slices. Mais très très marqué et très facilement. Je dirais presque plus facilement encore que certains d'autres clubs de sa famille qui sont faits pour des joueurs qui vont davantage chercher à mettre des effets. Voilà, et donc là, c'est quand même assez étrange. Et là, d'un coup, on comprend la logique. Effectivement, on se souvient qu'au chapitre précédent, on a vu qu'on avait un taux de backspin qui était trop faible par rapport à l'architecture du club. Moins de backspin, ça veut dire plus de side spin, puisque la balle a davantage, elle va remonter moins vite, elle a davantage de temps pour prendre une déviation latérale. Et donc, on se retrouve avec des trajectoires de balles qui sont très généreuses sur les effets. Exactement. Alors que c'est un petit peu l'inverse qu'on attend d'un cavity back. Voilà. Ce qui fait que, donc, au total de ces trajectoires de balles, nous allons donner... un point sur les deux possibles. Un point. Nous allons aborder la question du feedback, mon cher Quentin. Eh oui. Alors, quel était le retour d'information te concernant avec ce T300? Il était pas mal. J'avoue, pour un cavity back, j'étais pas impressionné du tout. Mais j'ai trouvé ça assez agréable, c'est-à-dire qu'on sait où on tape la balle. J'ai trouvé ça même plus que d'habitude. Pour un club qui normalement est censé bien feutrer beaucoup de choses, là on a du ressenti. Donc je trouve ça agréable. Par contre, le toucher est un petit peu désagréable, je trouve, quand on la descente. C'est pas mauvais, c'est juste un poil désagréable, c'est rien de bien méchant. Donc sinon après on sent quand même que c'est un peu feutré. Il y a le feutrage qui est lié à l'architecture du club, voilà. Tout simplement. Ça, on peut pas l'empêcher. Sinon, c'est vrai que moi j'ai trouvé qu'on identifiait bien les points d'impact. Oui. En dehors de la sensation de frappe, puisque ça on en parlera plus tard, mais l'identification du point d'impact est très bonne. Et puis le sweet spot, par contre, il est oui, absolument. Alors, c'est là où je viens sur le sweet spot et la zone de terrain. J'ai trouvé le sweet spot tout petit. Parce que là, on a une sensation assez claire, c'est très sympathique. Très clair, mais par contre, dès qu'on décentre, c'est toléré, la balle part quand même, mais on a cette petite sensation un peu désagréable, mais liée à l'architecture du club. Oui, je pense, nettement. Toujours est-il que donc, pour résumer notre appréciation du feedback, simplement, nous lui avons attribué un point et demi sur les deux possibles, du fait justement donc de ce léger feutrage. Et tout. Exactement, qui fait que bon, c'est bien. On n'attend pas beaucoup mieux d'un cavity back, il le rend, mais bon, forcément, c'est pas tout à fait ce qu'on peut espérer dans un monde idéal. Pour terminer le chapitre essentiel pour nous, égoïstement, ce sont les sensations. Alors, dis-moi, sensations, qu'est-ce que tu en as retiré de ce T300 2022? Alors, ce que j'en ai retiré, c'est, je vais revenir juste sur le contact, c'est assez agréable, j'ai bien aimé. Il est très facile à mettre en mouvement si on respecte le lie du club. Et là, il joue tout seul, c'est une bonne canne. Mais quand même, moi, je suis obligé de changer ma posture. Moi, ça me gêne énormément. Ça, c'est un problème. Dès le départ, je me mets en posture normale, je tape des balles, mais je trouvais le club lourd et un peu difficile à manipuler. Il faut vraiment respecter ce lie du club, c'est impératif. Sinon, là, les sensations changent complètement et on trouve ça très bizarre comme...
comme mouvement. Alors, mais c'est impératif, mais c'est intéressant, parce qu'en fait, on peut quand même se demander, est-ce que Titleist n'a pas voulu justement créer, on le retrouve avec ce T300, mais aussi avec le T100, puisqu'on on en a parlé également, ils ont peut-être insisté sur le côté pédagogique que peut avoir une canne de golf. Et tu vois ce que je veux dire? Et donc, ils ont proposé, en fait, aux joueurs un lie qui est un petit peu plus upright que la norme. Entre guillemets, l'intention est très très bonne. L'intention est très bonne parce qu'elle force un petit peu la force un peu à aller vers une verticalité qui n'est pas inintéressante. Ah non, notamment en termes de régularité. Voilà. Hein. Donc c'est bien vu, c'est bien vu. Voilà, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça gêne un peu parce que ça nous oblige en fait à modifier une position qui est supposée être toujours la même. Moi, je dirais aussi que je l'ai trouvé, en ce qui me concerne, donc, pour les sensations, je l'ai trouvé très efficace parce que très facile à jouer, très agréable dans toute la verticalité, c'est-à-dire que les balles montent facilement, le contact est agréable, il gomme pas mal sur les décentrages, un très très bon club. Par contre, une surprise, vraiment, et qui là pour moi... ne vient pas au crédit du club cette fois, c'est qu'il y a une petite antinomie entre les quantités d'effets qu'on arrive à mettre et la vocation d'un cavity back, qui est placé en plus par Titleist dans cette gamme-là. Il y a quelque chose qui, quelque part, qui colle pas. Ça donne plus de sensations, c'est sûr, mais bon, c'est pas ce qu'on attend d'un cavity back qui est supposé garder la balle le plus en jeu possible. Là, les effets viennent vite. C'est pourquoi, en fait, eh bien, au total, en fait, sur les 4 points que nous pouvions distribuer, ça a fait le sujet d'une bonne discussion. Nous avons décidé d'en attribuer donc 2 sur 4. Eh bien, nous allons procéder maintenant à un petit récapitulatif. Oui, un petit calcul mental très rapide. Allez, vas-y, tu comptes bien, toi, Quentin, tu comptes bien. Bah, la note est de 14,5. 14,5 sur 20 ans, ce qui est pour un cavity back, c'est pas mal du tout. Je trouve que ça c'est la note que... Ça mérite, c'est amplement mérité. Absolument. Alors, la note, c'est une chose, 14,5, très bien, mais la gamme, maintenant? Bah, la gamme des joueurs, c'est les 19-36. Voilà, 19-36, donc en fait, on est sur confirmé et challenger. C'est sa gamme naturelle, c'est là où il sera le plus efficace à sa place et le plus efficace, exactement. Oui. Et y a-t-il un prix? Bah oui, il y a un prix. Donc, pour ce club, vas-y. En acier, en shaft acier, il est à 159 €, le club, et en carbone, il est à 179 €, le club aussi. Très bien. Très bien, c'est déjà un peu plus raisonnable. C'est un bel effort de la part de Titleist. Eh bien, ce test est dorénavant terminé. Mon cher Quentin, il est temps de se dire... à bientôt. Sur un parcours de golf. Ou sur avigolf.com, mais... Par exemple. Mais avant ça, c'est ça. Voilà. Il n'aura pas fallu oublier de s'abonner ici. S'abonner, ou si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et d'y rajouter un petit pouce. Exactement. Merci à toi, Quentin. Merci infiniment. Bon golf à vous. Au revoir.